Je m'appelle Fabrice Guizil, je co-dirige avec Virginie Bonnel et Nicolas Castoldi l'Espace éthique Île-de-France. Je suis prof associé de philosophie et d'éthique à Paris-Saclay et je dirige une équipe qui s'appelle Recherche en éthique et en épistémologie dans un laboratoire de santé publique qui est le CESP. On va consacrer 1 heure à ce texte de Paul Ricoeur dont on a commencé à parler ce matin. La souffrance n'est pas la douleur. Nous accueillons pour ce faire 3 agrégés de philosophie que je vais présenter dans un instant. Je voudrais juste, en introduction, situer ce texte qui est traduit dans les études ricoeuriennes. Vous en trouvez une très belle présentation dans la collection Questions de soins au PUF en 2013 sous la direction de Claire Marin et Nathalie Zakai-Reiners, avec un certain nombre de commentaires aussi de ce texte, notamment par Frédéric Born, Jean-Christophe Minot, Lazare Benaroyo et Nathalie Rigaud. C'est un texte de 1992 qui me semble devoir être situé dans un triple contexte. Je l'ai vu pour ne pas anticiper sur ce que vous allez dire, mais il me semble que c'est un texte que Ricoeur prononce, c'est une conférence qu'il prononce devant des psychiatres dans une rencontre qui s'appelle Le psychiatre devant la souffrance. Il s'adresse notamment à Jean-Jacques Cress, qui est le fondateur du département de psychiatrie à Brest, qui a dirigé l'association française de psychiatrie. Il me semble qu'il y a au moins 3 contextes ce texte est à remettre en perspective dans 3 contextes différents. Le premier, c'est un contexte médical. Martin Dumont, c'est très dommage que Martin soit pas là, mais on a son texte dans le volume et je vous invite à le lire. Martin Dumont rappelle notamment que 1992, on est dans un débat de savoir comment la médecine va se saisir de cette question de la douleur. Et moi, j'élargirais 1992, on est dans la décennie où la France invente son approche des soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur, ou du soin palliatif même. On est entre 86, la circulaire Larocque, et 1995, la loi Neuwirth sur la culture des soins palliatifs et la médecine de la douleur. Il y aura en 1999 une autre loi sur les soins palliatifs. Donc la médecine est en train de se saisir de ce sujet de la douleur, de la souffrance, et de constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le soin palliatif ou les soins palliatifs. Ça, c'est le contexte médical, et il y a dans la conférence du psychiatre auquel Ricoeur fait plusieurs fois référence, Jean-Jacques Cress, il y a des inquiétudes d'une appréhension par la médecine de la douleur qui soit réductrice. Et je pense que c'est un des sens de ce terme, la souffrance n'est pas la douleur, il y a une irréductibilité de ce phénomène. Et il essaye d'une certaine façon de ménager un espace à la fois pour la psychiatrie, dans la médecine, et sans doute pour la philosophie. Le deuxième contexte, je vais aller très vite, mais dans le texte, ils sont très présents, en filigrane, même s'il n'est pas nommé. Ricoeur nomme beaucoup de gens, il nomme Freud, il nomme Corbillem. Il y en a un qu'il ne nomme pas, c'est Emmanuel Lévinas, et il y a un dialogue Ricoeur-Lévinas évident dans ce texte, notamment à la fin, quand il est question de la parcimonie dont on doit faire face vis-à-vis de la souffrance, c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer dans cette réponse à la souffrance que Lévinas théorise. Donc il me semble qu'il y a c'est l'interlocuteur un peu absent, mais quand même très présent pour les philosophes qui savent le lire dans ce texte. Et puis le dernier élément de contexte, me semble-t-il, pour le resituer il y a 30 ans, en 1992, c'est le dialogue que la philosophie fait naître avec d'autres champs, avec la médecine, avec la psychiatrie. Je viens mentionner Don Fago-Largeau, on voit ce que ce dialogue philosophie-psychiatrie a pu créer. Paul Louvel-Dubuc, qui est ici, mène depuis longtemps un dialogue entre la philosophie, l'éthique et la psychiatrie aussi à l'espace éthique. C'est ce dialogue que nous sommes parfois capables de nouer avec d'autres disciplines et que Ricoeur aime beaucoup. Ricoeur, il dialogue non seulement avec des médecins, des psychiatres, il dialogue aussi avec des magistrats. Et cette conférence, elle m'a beaucoup fait penser au texte de Ricoeur qu'on trouve dans le Juste 2, notamment dans ses conférences. Il ne s'adresse pas à des médecins, à des psychiatres, mais à des juges. Et dans ces textes-là, il est d'une limpidité absolument sidérante. Il est extrêmement agréable à lire, mais c'est un texte qui est parlé au départ. Si vous comparez avec l'aridité de ces textes écrits et de ces ouvrages philosophiques,
Il y a là, dans ces 20 pages, la souffrance n'est pas la douleur, vraiment quelque chose de très, à la fois agréable à lire et d'une pureté de traits et de pensée qui me semble extrêmement importante. Alors la dernière chose que je voudrais dire, c'est, avant de donner la parole, c'est la première chose, c'est que je voudrais faire par avance adresser 4 ou 5 questions à ce texte. En général, en philosophie, on aime bien de l'exégèse positive et dire à quel point un auteur nous inspire. Ce texte-là, je sais qu'il m'a moi-même inspiré, mais je trouve qu'on peut lui poser au moins 4 questions qui peuvent en dialogue, pour rentrer en dialogue avec ce texte, et pas seulement pour essayer de le comprendre, même s'il faut commencer par essayer de le comprendre. Le premier point, c'est qu'il me semble que Ricoeur procède un peu il pense la douleur et la souffrance à partir de la capacité. Il pense la souffrance à partir de l'autonomie. On le voit tout au long du texte. On est même capable d'endurer la souffrance. Seuls des agissants peuvent aussi être des souffrants. Et ça, c'était très bien montré par Jennifer à l'instant. Il restitue la souffrance comme une perturbation de l'agentivité ou comme une perturbation de la capacité d'agir, capacité de dire, capacité d'agir, capacité de se raconter et capacité de s'estimer comme l'auteur de ses actes. Et donc, il me semble que ce faisant, en réduisant la souffrance à une réduction de l'agentivité, je ne suis pas sûr qu'il nous aide à penser positivement la souffrance. Dans ce coup, pour le coup, elle peut avoir d'irréductible et dans sa positivité. Il me semble qu'il y a, si on pense à Lévinas notamment, il y a une pensée de la souffrance ici qui est positivée. D'ailleurs, il dit qu'elle nous apprend quelque chose. Je ne suis pas sûr que toujours la souffrance soit comme ça, positivable, dialectisable. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un tragique de la douleur et de la souffrance qui échappe partiellement à Ricoeur? Deuxièmement, il parle un peu du corps, pas beaucoup, il parle même du visage, mais pas comme Lévinas avec un V minuscule. Je trouve que le corps n'est pas très présent, les émotions le sont un peu, le corps est un peu absent. Or, quand on parle de douleur et de souffrance, quand même, me semble-t-il, notre corps entre en jeu. Troisièmement, dans l'articulation qu'il fait entre douleur et souffrance, il y a un terme qui m'a interpellé au début, c'est qu'il parle de la frontière entre les deux. On se serait plutôt attendu à ce qu'il parle d'une articulation. Frontière, c'est comme si c'était 2 territoires, 2 domaines, 2 espaces qui se côtoient et qui un peu se recoupent. Élodie Boissard notamment nous montrera que c'est peut-être un peu plus complexe que ça dans le texte de Ricoeur lui-même, mais à partir de ce texte. Et la dernière chose que je voudrais poser, pour qu'on ait après matière à discussion, c'est la question qui vient quand on fait un peu d'éthique médicale aussi. Certes, il est question de douleur, certes, il est question de souffrance, mais comment on répond à la douleur ou à la souffrance ainsi définie? Autrement dit, comment répond à cette souffrance, à cette douleur ainsi définie? Est-ce que c'est une clinique? Si oui, une clinique psychiatrique, psychologique, psychanalytique? Est-ce que c'est une clinique, comme dirait Cynthia Fleury, philosophique? Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est une écoute? Est-ce que c'est une médecine de la douleur? Est-ce que c'est un soin palliatif? Et donc la question est un peu de savoir quel est le soin ou quels sont les types d'acteurs qui ont charge, mission, responsabilité de répondre à la douleur et à la souffrance ainsi définie par Ricoeur. Voilà, je vais pas être plus long. Je vais donner la parole tout de suite à nos 3 intervenantes, Luce Azcárate, Élodie Boissard et Charlotte Gindre. On va commencer par Luce Azcárate. Chacune des 3 a accepté d'avoir un propos introductif d'une dizaine de minutes assez court pour poser des choses et pour après qu'on puisse discuter entre nous, surtout entre elles, et puis avec vous. Luce Azcárate, vous êtes agrégée, vous avez soutenu une première thèse, ça a été dit ce matin, de philosophie et de sciences sociales. Une thèse ne suffisant pas, vous en avez entamé une seconde avec Renaud Barbaras et vous êtes donc très impliqué dans ce travail. On commence par vous, on vous écoute. Alors, merci beaucoup Fabrice. Et je commence donc avec 10 minutes de présentation et sur quelques enjeux que l'on trouve dans le texte que nous avons traduit vers l'anglais avec Astrid. Et la souffrance n'est pas la douleur. Ricoeur établit ici une différence taxonomique entre douleur et souffrance.
ces distinctions sembleraient être toutes simples. D'un côté, la douleur physique et dans le corps, de l'autre côté, la souffrance existentielle. Ricoeur souhaite montrer que dans la philosophie, dans sa philosophie plutôt, il y a des éléments de réflexion sur une excédence de l'existence qui ne peut pas être prise en compte par la méthode clinique, quelque chose qui excède les corps. Cette distinction lui vient d'un préjugé, un préjugé propre au phénoménologue, un préjugé qui n'a pas été pris par Merleau-Ponty, par exemple, qui, oui, lui, nous donne une approche phénoménologique du corps, alors que Ricoeur porte ce préjugé. Le préjugé que les sciences, en l'occurrence la psychiatrie, traitent de ce qu'on peut voir de l'être humain, de ce qu'on peut toucher de l'être humain, de ce qu'on peut percevoir, et l'explique de manière causale. La philosophie, elle, pense Ricoeur, traite de ce qu'on ne peut pas voir, mais qui traverse toutefois notre existence, et qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on peut seulement comprendre. C'est à ce niveau, dans la distinction entre l'explication scientifique et la compréhension philosophique, que se situe la souffrance dans l'en-deçà de l'existence qui est l'au-delà de la parole, ce qui nous affecte au sens le plus large du terme. Ce texte de Ricoeur et la distinction qui y apparaît, même s'il ne fait pas partie de l'œuvre systématique de Ricoeur, mais relève plutôt d'un texte périphérique, nous renvoie à d'autres moments de son travail systématique. L'un de ces aspects, c'est justement celui dont a parlé Fabrice, et la capacité. La capacité est un sujet important pour Ricoeur, parce qu'il essayait de développer une anthropologie philosophique et dont le point de départ est l'homme capable. L'homme capable d'agir, de parler, et aussi l'homme capable aussi de souffrir. Donc il y a une certaine positivité dans le sens d'être affecté. C'est une positivité paradoxale, parce qu'on est affecté, mais on est capable de l'être, donc on peut dégager une interprétation à partir de ça. Ce type de paradoxes qui sont traités plus largement dans le travail systématique de Ricoeur confèrent à cette conférence une densité conceptuelle notable. On a l'impression que Ricoeur passe d'un sujet à un autre très vite, mais c'est parce qu'il a développé plus longuement ces points dans son œuvre systématique. Une question tout à fait problématique apparaît ici. D'un côté, l'œuvre systématique de Ricoeur montre qu'il a été un grand connaisseur de la philosophie analytique. Il a d'ailleurs été l'un des premiers philosophes contemporains à vouloir dépasser la dichotomie entre philosophie continentale et philosophie analytique. Influencé par Heil et Wittgenstein, mais aussi par différents débats en sémiologie et en philosophie du langage, il a introduit plusieurs de ces éléments philosophiques dans sa pensée des années 1970 et 1980. D'un autre côté, comme on le sait, la tradition analytique nous offre des outils précieux pour comprendre la distinction et les points communs entre douleur et souffrance, et pour établir un dialogue entre philosophie et science. Par exemple, dans la tradition qui a commencé par le Wittgenstein de Tractatus. Et ce dialogue, la philosophie analytique, on dirait, réussit mieux que la tradition continentale à l'amener. Cependant, dans le texte de Ricoeur, la souffrance n'est pas la douleur, Ricoeur choisit d'aborder le sujet à partir de l'existentialisme phénoménologique, de la psychanalyse et de l'aéronautique des symboles, laissant de côté la tradition analytique qui ne lui était pourtant pas étrangère. Pourquoi alors ne cherche-t-il pas, dans ses lectures des philosophes analytiques, des éléments de réponse à la question de la distinction entre souffrance et douleur? Notre hypothèse est que ce qui l'intéresse à Ricoeur ici, dans ce texte qu'il présente devant une salle de psychiatres, c'est de défendre une perspective élargie de l'être humain contre
ce qu'il dénonce comme le positivisme et le structuralisme. Ce combat les conduit à adopter une position biaisée à l'égard de l'approche clinique, malheureusement. Mais cette réflexion, la réflexion un peu biaisée qu'il finit par dégager ici, nous donne la possibilité aussi, si on lit entre les lignes, de rapprocher les deux sémiologies sur lesquelles il parle dans la recherche d'une description thérapeutique de ce qui affecte les corps et de ce qui nous affecte au-delà du corps, comme les expériences aujourd'hui regroupées sous le titre de la douleur psychique, par exemple le deuil, et que l'on ne peut pas simplement nommer douleur, ou que nous ne pouvons pas tout simplement nommer du tout, selon Ricoeur. Donc même si Ricoeur nous offre une perspective restreinte de ce dialogue, la taxonomie qu'il établit nous donne des éléments pour nous poser la question sur la distinction entre douleur et souffrance et sur le possible débat, les possibles dialogues entre la perspective philosophique et clinique dans la recherche d'une thérapie. Merci. Merci beaucoup. À partir de ce qu'a dit Luce, il y a deux choses qu'on va retenir qui vont être un des fils conducteurs de la table ronde. Le premier, il est effectivement sur le rapport entre les différentes façons de faire de la philosophie à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, notamment ce dialogue de Ricoeur avec la philosophie analytique. Et de ce point de vue-là, l'intervention d'Élodie Boissard va être dans le droit fil, puisque, donc, Élodie, vous avez réalisé une thèse de philosophie sur la dépression, sur l'humeur dépressive, avec notamment un étudiant comment la psychiatrie l'étudie, et vous allez essayer, et dans l'article des études ricoeuriennes, c'est ce que vous avez fait, un travail de traduction, de reformulation de la pensée de Ricoeur dans le langage, dans la perspective de la philosophie analytique. Juste avant de vous donner la parole, le deuxième fil qu'on va essayer de tisser, c'est le fil de l'extension de ces notions, douleur, souffrance, dont vous commencez à comprendre que chez Ricoeur, elles sont thématisées d'une façon qui est un petit peu en décalage avec l'extension ordinaire du terme. C'est ce dont nous parlera aussi Charlotte Gindre dans un instant, c'est-à-dire qu'on ne donne pas exactement dans la langue courante le même sens à douleur et souffrance que ne le fait Ricoeur dans ce texte. Il le déplace un petit peu, et c'est aussi pour ça qu'on voulait souligner, c'est qu'on voulait mettre en discussion. Élodie, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors voilà, moi je vais parler donc de l'article que j'ai proposé pour le volume sur le texte dans les études ricoeuriennes, Ricoeur Studies. Alors ce que je propose dans cet article, c'est une interprétation donc, de la position de Ricoeur sur la distinction entre douleur et souffrance. Et donc je pars de certains éléments textuels pour amener une interprétation qui consiste à les distinguer par des dimensions évaluatives, leurs dimensions évaluatives respectives, en lien avec des fonctions distinctes que l'une et l'autre, douleur et souffrance, rempliraient. Et en faisant ça, je développe une position qui n'est pas explicitement soutenue par Ricoeur dans son texte, donc je m'écarte quand même pas mal du texte. Donc, d'où le titre de l'article que j'ai donné, qui est « Le mal en deux mots, douleur et souffrance à partir de Ricoeur ». Donc c'est plutôt ma position finalement, mais inspirée, on va dire, par un texte de Ricoeur. Donc ici, je vais me concentrer sur 2 points de l'article. Je vais exposer rapidement la distinction schématique que fait Ricoeur entre douleur et souffrance dans l'article. Et ensuite, je vais développer la distinction un peu plus approfondie que je propose entre les deux, en faisant appel justement à des dimensions évaluatives distinctes de l'une et de l'autre. Donc dans sa distinction un peu schématique, Ricoeur affirme que la douleur est liée, je cite, à des affects ressentis comme localisés dans des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier. Et il dit que la souffrance est liée, je cite, à des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement. Et donc dans ces citations, j'ai interprété la notion d'affect comme employant un set d'états affectifs, donc des états mentaux qui sont caractérisés par une phénoménologie, un ressenti, un ce que cela fait, voilà, un ressenti, et par une valence ou valeur hédonique qui peut être positive ou négative. Et donc, pour moi, la distinction de Ricoeur serait la suivante. La douleur, ce serait la dimension
négative, de valence hédonique négative, de sensations corporelles, puisqu'il a l'air de la relier à des états affectifs qui sont localisés dans le corps, tandis que la souffrance, ça serait la valence négative d'états affectifs qui ne portent pas sur le corps, mais sur un autre type d'objet intentionnel, qui peut être une situation, un état de choses, un événement. Et donc, ces états affectifs ne sont pas des sensations corporelles, mais semblent être des émotions ou des passions, comme Ricoeur le dit d'ailleurs dans le texte, puisqu'il attribue la souffrance à l'envie et à la vengeance, qu'il désigne comme étant deux passions, dans lesquelles il précise en plus que la souffrance consiste dans un se faire souffrir soi-même, donc une sorte de dimension masochiste. Et pour autant, il remet en cause le partage schématique entre douleur et souffrance, en précisant que la douleur purement physique et la souffrance purement psychique seraient des cas limites. Il précise que la douleur peut être ressentie à l'occasion de la perte d'un ami, donc quelque chose qui n'est pas localisé dans le corps, et puis la souffrance peut être ressentie à propos d'un mal de dents, donc à l'inverse, on peut souffrir de quelque chose qui est localisé dans le corps. Donc, ce que je comprends, c'est que la douleur peut porter sur le corps ou alors sur une situation, comme le décès d'un ami, et au même titre, la souffrance porte plus généralement sur une situation, mais elle pourrait aussi, dans certains cas, porter sur le corps, en l'occurrence sur un mal de dents. Donc, si on considère que la douleur est plutôt, est dans certains cas liée à des états mentaux qui représentent une certaine situation, plutôt qu'à des sensations corporelles, alors c'est peut-être ici qu'il y aurait une pertinence pour la notion de douleur mentale ou de douleur psychique qu'a évoqué Astrid. Et alors on peut se demander comment distinguer douleur et souffrance, puisque apparemment c'est pas par leurs objets respectifs, puisque l'une et l'autre peuvent à la fois porter sur des situations ou sur des états du corps. Donc moi ce que je propose c'est qu'elles n'aient pas à être distinguées par les objets auxquels elles s'appliquent, mais par des dimensions évaluatives qui pourraient aller de pair avec des fonctions distinctes que l'une et l'autre rempliraient. Et donc, là maintenant je vais développer plutôt ma position qui s'écarte un peu du texte. Il y a cette idée que les dimensions évaluatives de la douleur et de la souffrance peuvent être dégagées de la considération de leurs causes et de leurs effets. Et donc si on fait ça, on peut réfléchir à ce qui entraîne la douleur. Donc elle est généralement entraînée dans une situation où on subit une lésion physique ou éventuellement une lésion non physique. On peut considérer que la perte d'un ami, c'est une forme de lésion, mais on n'est pas atteint dans son corps, on est atteint dans sa personne. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une lésion physique, elle serait représentée de façon non conceptuelle par les sensations corporelles, dont la douleur est la dimension douloureuse. Et quand il s'agit d'une lésion non physique, donc dans un cas de douleur mentale ou psychique, la lésion est représentée par les états mentaux qui forment ce qu'on pourrait appeler la masse cognitive de la douleur, c'est-à-dire des croyances, des pensées qui représentent la situation, en l'occurrence la situation du décès de l'ami. Et donc, ça, c'est les causes de la douleur. Et du côté de ses effets, ce qu'on trouve dans le texte, c'est que la douleur entraîne, d'après Ricoeur, une impuissance à faire qui concerne notamment l'agir communicationnel. Donc on peut interpréter ça comme une suspension de la motivation et de la capacité à agir, notamment en vue de communiquer avec autrui. Donc ça serait pour les effets de la douleur. Donc maintenant, pour ce qui concerne la souffrance, elle est aussi entraînée par des situations diverses dans lesquelles on subit des dommages qui peuvent être des lésions physiques et qui peuvent d'ailleurs entraîner par ailleurs de la douleur, puisqu'on se doute que dans le cas où on souffre d'un mal de dents, on a par ailleurs une douleur liée à ce mal de dents. Et Ricoeur nous dit beaucoup de choses sur les effets de la souffrance, puisqu'il nous dit à la fois qu'elle entraîne cette même impuissance à faire, mais il précise que dans la souffrance, ça s'accompagne d'un degré minime d'agir qui s'incorpore à la passivité du souffrir, ce qui suggère apparemment que, contrairement à la douleur, la souffrance comporte une sorte de motivation intrinsèque à la supporter. Donc je reviendrai là-dessus. Et on peut trouver d'autres effets de la souffrance dans le texte de Ricoeur, qui sont plutôt des effets sur l'activité mentale, puisqu'il nous dit que la souffrance entraîne une incapacité à faire un récit de soi, et donc à construire son identité personnelle, en racontant sur soi-même des histoires intelligibles et acceptables, donc comme si la souffrance provoquait une rupture dans cette capacité à se raconter à soi-même sa vie. Et puis, deuxièmement, elle entraîne une impuissance à s'estimer soi-même, donc elle pousse à la mésestime et parfois à la culpabilisation. Et troisièmement, Ricoeur nous dit qu'elle entraîne une sorte de questionnement qu'il qualifie de métaphysique, qui a l'air d'être un questionnement sur la justification du mal que l'on subit,
à travers la souffrance elle-même, mais aussi à travers la douleur à laquelle la souffrance peut éventuellement réagir, et puis à travers les situations qui entraînent douleur et souffrance dans lesquelles on subit ces dommages, ces maux. Donc, d'après Ricoeur, la souffrance nous amène à nous questionner sur ce qui peut la justifier, puisqu'il écrit que ce qui demande justification, c'est le sentiment que la souffrance ne se borne pas à être, mais qu'elle est en excès. Souffrir, c'est souffrir trop. Et il dit aussi que ce qui demande justification, c'est le sentiment que tout mal n'est pas mal de faute, mal moral, mais au sens de la limite, mal physique, c'est-à-dire existant dans la nature, sans avoir sa justification dans l'ordre moral. Donc il me semble que Ricoeur insiste sur le fait que la souffrance nous amène à nous poser une question sur la justification du mal qu'on subit, et qui n'est pas un mal moral, qui n'est pas dû à une faute morale qu'on a commise, qui est un mal physique, c'est-à-dire causé, on va dire, par une série de causes à effet dans le monde dont on fait partie. Et donc, au vu de ces éléments textuels, au vu de ce qu'on a dit des causes et des effets de la douleur et de la souffrance, ce que je propose, c'est d'interpréter l'une et l'autre comme ayant une dimension évaluative qui leur est propre, et donc une fonction qui leur est propre. Donc, il me semble que la douleur serait là pour évaluer notre état comme étant endommagé, comme pour évaluer le fait qu'on subit un dommage. Et donc, elle nous amènerait à nous soustraire à ce dommage, donc en nous amenant à suspendre l'action puisqu'elle entraîne cette impuissance à agir. Elle nous amène à, en quelque sorte, nous retirer de la situation qui nous cause un dommage, qui nous est nuisible. Et pour ce qui est de la souffrance, la dimension évaluative semble être plutôt une évaluation d'une situation dans laquelle on subit des maux ou des dommages comme étant injustifiables. Et sa fonction serait plutôt de motiver un questionnement sur la justification éventuelle ou l'absence de justification de cette situation-là. Donc, il me semble que dans la souffrance, il y a l'idée que la souffrance signale non pas le dommage qui est subi, mais le caractère injustifiable de ce dommage, l'absence de raison qui permet de le justifier à première vue, ce qui entraîne un questionnement. Et il me semble que le fait qu'il y ait dans la souffrance une motivation inhérente à l'endurer, à la supporter, permet justement à ce questionnement de se déployer. Pendant qu'on subit la souffrance, on est amené à se poser cette question de est-ce que l'absence de raison à première vue se confirme, est-ce qu'il y a une raison à ce qu'on est en train d'endurer ou pas. Et donc le questionnement est soutenu par cette motivation inhérente à supporter la souffrance, c'est-à-dire à supporter ce qui cause le mal en dépit de... Ricoeur écrit dans le texte en dépit de, sans conclure. Donc on pourrait conclure par en dépit de cette absence de justification, justement. Et le philosophe conclut ici son propos en disant que c'est ça qui dessine la frontière, la dernière frontière entre douleur et souffrance. Donc j'interprète ça en disant que la fonction de la douleur serait pratique, elle serait de nous pousser à nous soustraire à une situation dommageable, ce qui se traduit par l'effet de démotivation, de suspension de l'action qui résulte de la douleur. Et à l'inverse, la souffrance aurait plutôt une fonction épistémique qui serait de nous pousser à nous questionner sur la justification des maux. Donc elle nous démotive aussi d'agir, mais en même temps elle nous motive à la supporter, ce qui permet à un questionnement de se déployer. Le fait qu'elle suspende le fil narratif par lequel on se raconte à nous-mêmes une histoire intelligible nous amène à rechercher une explication de ce qu'on subit et des responsables du mal que l'on subit. Et puis, éventuellement, on peut chercher les responsables en se tournant vers soi-même, et ça expliquerait que la souffrance entraîne la mésestime de soi et la culpabilité dans des cas qui peuvent être pathologiques. Donc voilà, l'idée c'est qu'elle déboucherait sur un questionnement métaphysique qui, en l'absence de réponse, aboutit à constater qu'elle est de trop, qu'elle est en excès, qu'elle ne peut effectivement pas être justifiée, qu'il n'y a pas de raison, pas de raison ni de responsable. Et donc, pour conclure, ça serait là ce que la souffrance nous apprend, puisqu'effectivement Ricoeur dit qu'elle nous apprend quelque chose. Donc elle pourrait nous apprendre qui sont les responsables de nos maux et ceux qui les justifient, ou bien leur absence de responsable et de justification. Et on remarquera que la souffrance tend parfois à s'apaiser quand on découvre une raison ou une justification qui l'accompagne, et au contraire à persister quand on est face à une absence de justification. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à lire les contributions, toutes les contributions du recueil, évidemment, mais notamment celle de Charlotte, Élodie et Luce. Et vraiment, je les remercie d'avoir joué le jeu de
condensé en une dizaine de minutes sur quelques arguments, des articles qui sont beaucoup plus riches, mais ils sont vraiment passionnants. Je retiens deux choses dans ce que vient de dire Élodie. La première, c'est que vous sentez qu'elle a redonné la complexité de ce texte de Ricoeur. Donc, en première lecture, on pourrait penser que la douleur, c'est le corps, la souffrance, c'est la psyché. Et c'est pas ça. Il a l'air de dire ça dans les premières lignes, et puis très vite, il s'en départit. Et comme le dit Élodie dans son texte, d'une certaine façon, on a l'impression que la souffrance peut aussi venir s'ajouter à la douleur, et elle peut être en rapport avec des choses qui sont liées au corps, et peut-être pas seulement au corps d'ailleurs. Et donc on a cette complexification du lien entre les deux, et ça va bien au-delà de la douleur corporelle, la souffrance et psychique. C'est bien plus complexe que ça. La deuxième chose que Élodie fait, à laquelle je suis très sensible, c'est qu'elle pense à partir des auteurs. Il y a une partie de la philosophie française qui fait beaucoup d'exégèse philosophique et d'histoire de la philosophie qui s'arrête. Là, on a un bel exemple d'une histoire de la philosophie, d'une pensée qui est parfaitement maîtrisée, mais qu'on maîtrise pour aller plus loin et pour penser soi-même. Je voulais le souligner. La dernière chose, c'est, vous voyez, dans ce qu'a dit Élodie aussi, vous voyez, c'est une des questions qu'on me pose ce texte, en lien avec ce qu'a dit Jennifer tout à l'heure. Est-ce que la souffrance, c'est une limitation de notre agentivité, une perturbation, ou est-ce que la souffrance, elle entraîne une limitation de l'agentivité? C'est quand même pas tout à fait pareil de dire que souffrir, c'est limiter dans son agir. Pour Ricoeur, agir, c'est toujours pouvoir dire, pouvoir parler, pouvoir se raconter et pouvoir se reconnaître comme l'auteur de ses actes. Est-ce que la souffrance, elle empêche ça? Et elle empêche notamment un pouvoir de dire sa propre souffrance, ou est-ce qu'elle est cela même? Et j'ai l'impression que pour Ricoeur, elle est cela même, et j'ai l'impression que Élodie a introduit une petite nuance par rapport à la pensée de Ricoeur sur ce point. Ça fait une très belle transition avec l'intervention de Charlotte Jeanne. Charlotte, vous êtes normalienne, agrégée de philo. Vous êtes en train de mener une thèse à Sorbonne Université avec Jean-Baptiste Rosy, Pierre-Henri Castel et Paul-Laurent Assoun, si je ne me trompe pas. Et vous allez vous aussi utiliser le texte de Ricoeur pour penser, nous dire d'autres choses dans l'introduction, mais arriver à ce point-là, et vous demander si cette notion, ce concept de souffrance qu'il élabore, peut servir à qualifier, à décrire des expériences qu'on ne qualifierait pas d'emblée comme des souffrances, que vous qualifiez de modérément douloureuses. Donc on vous écoute. Merci beaucoup. Merci. Donc moi j'ai pour ma part concentré mon travail sur le fait que l'extension du concept de souffrance, donc ce qu'on peut appeler souffrance versus ce qu'on ne peut pas appeler souffrance, n'est pas clairement définie, ni par Ricoeur, ni dans le langage ordinaire, ni même dans le champ philosophique. Donc contrairement à bien de mes collègues, contrairement à Élodie, je ne me suis pas concentrée sur la distinction entre souffrance et douleur. Donc moi, tout ce qui est localisé dans le corps, je vais le laisser de côté dans le cadre de cette présentation. Je me suis concentrée sur la distinction parmi des affects déplaisants qui ne sont pas au premier chef ressentis comme localisés dans le corps, entre ce qui relève de la souffrance et ce qu'on rechigne à qualifier comme tel. Donc, si je suis à la suite d'une rupture amoureuse, j'aurai aucun problème à vous dire que je souffre et ça ne vous fera pas lever le sourcil. En revanche, si une amie chère quitte la soirée que je donne sans me dire au revoir, je peux être vexée, je peux me sentir pas très bien vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Mais si on me dit vraiment tu souffres, j'aurais tendance à dire non, je ne souffre pas. On a du mal à utiliser ce terme pour certains affects déplaisants qui ne sont pas localisés dans le corps. Ce qui m'intéresse, c'est cette distinction-là. Le texte de Ricoeur permet de poser ce problème de l'extension de la souffrance, parce qu'il y a un effort descriptif remarquable, mais que lui-même ne donne pas clairement son extension de la souffrance. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette question de l'extension? Ça veut dire qu'on peine à cerner les limites de la classe d'objets qui est définie par ses caractères communs et qui sont uniquement communs à ces objets. Donc l'extension d'un concept, c'est la classe d'objets définie par les caractères communs de ce concept et uniquement communs à ces objets. Là, on a du mal à la cerner. Plus simplement, on peine à savoir ce qui, pour Ricoeur, relève de l'ordre de la souffrance et ce qui ne l'est pas. On peut considérer au moins 3 extensions au terme de souffrance, c'est-à-dire 3 façons de penser donc les caractères communs aux différentes expériences qu'on va considérer comme des expériences de souffrance et communs uniquement à ces expériences. On peut considérer ces 3 extensions quand on réfléchit au concept de souffrance indépendamment du texte de Ricoeur, et on peut aussi défendre, peut-être avec certaines limites,
pour chacune de ces extensions que Ricoeur lui-même considère que c'est l'extension de la souffrance. En fait, on trouve dans le texte de quoi défendre qu'il a ces trois extensions-là. Je passerai rapidement sur la première, on pourrait considérer que la souffrance se définit par une diminution du pouvoir d'agir. C'est ce qui a saisi Jennifer Korntz, et c'est ce dont elle s'est saisie, et c'est sur quoi elle a construit son travail là-dessus, donc je passe là-dessus. Deuxième possibilité, on peut considérer que Ricoeur adopte et que l'extension de la souffrance, c'est simplement un affect négatif, ce qu'on a dans le langage ordinaire, c'est-à-dire un affect négatif qui n'est pas ressenti comme primairement localisé dans le corps et qui se distingue d'autres affects négatifs qui ne sont pas primairement localisés dans le corps, soit par un certain niveau d'intensité, donc on a une distinction quantitative, soit par le fait de posséder ou éventuellement de ne pas posséder une caractéristique qui fait défaut aux autres affects, ou que les autres affects ont. Donc là, on a une distinction qualitative. Donc on pourrait dire dans ce cas-là que ce que je ressens après une rupture amoureuse, c'est de la souffrance, parce que c'est un affect négatif, c'est pas primairement localisé dans le corps, et ça se distingue de ce que je ressens quand mon ami quitte la soirée, soit parce que c'est plus intense, donc ça c'est une différence quantitative, soit parce qu'il y a dans l'expérience de la rupture amoureuse une caractéristique qui manquerait à mon expérience de mon ami quitte la soirée de manière très impolie. Donc, par exemple, on pourrait penser que cette caractéristique, c'est le fait que ma rupture va modifier mon rapport à mon futur, alors que le départ impoli de mon ami ne modifie pas le rapport que moi-même j'établis à mon futur. En revanche, si son départ impoli signifiait quelque chose comme la fin de notre amitié, ça pourrait modifier mon rapport à mon futur et peut-être que là, j'éprouverais de la souffrance. Donc on pourrait penser que la distinction, elle se joue ici. Le choix d'exemple de Ricoeur et la position de la souffrance sur un axe du côté du sens pourrait nous faire penser que c'est l'extension qu'adopte Ricoeur. Autre extension possible, on pourrait considérer que souffrance qualifie plus simplement, mais contre l'emploi de souffrance dans le langage ordinaire, tout affect négatif qui n'est pas ressenti comme primairement localisé dans le corps. Donc, à la fois ce que je ressens à la suite d'une rupture amoureuse, mais aussi ce que je ressens quand mon ami quitte la soirée de manière impolie. Avec une telle extension de la souffrance devient un symétrique de la douleur. De même qu'on considère comme douleur de toute petite douleur, donc la piqûre dans une prise de sang par exemple, on n'a aucun problème à appeler ça douleur alors que c'est évidemment incomparable avec ce qu'on ressent en termes d'intensité quand tous nos os sont brisés. De même, on appellerait souffrance de toute petite souffrance, dont mon ami ne m'a pas dit au revoir, comme d'immense souffrance, la perte d'un enfant. Et on peut être tenté de penser que c'est l'extension que Ricoeur suppose à la souffrance, parce que si Ricoeur limitait la souffrance à des affects plus intenses, ou à des affects avec une qualité qui les distingue des autres affects négatifs, alors sa distinction douleur et souffrance n'épuise pas du tout la cohorte des affects négatifs qu'on peut ressentir. En fait, il y a un trou dans la conceptualisation. Et à partir du moment où on fixe un certain seuil d'intensité à souffrance, on se retrouve de manière générale dans les études philosophiques qui portent sur douleur et souffrance, avec un manquement à la conceptualisation où on ne travaille pas ces espèces de petites souffrances qui ne qualifient pas comme souffrances parce qu'elles sont trop petites ou qu'il leur manque une qualité. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir tendance à penser que Ricoeur, l'extension de la souffrance sur Ricoeur, comprend aussi ces formes-là qui ne sont pas qualifiées ordinairement comme souffrance et que pour la clarté de l'exposé, je vais maintenant appeler des parasouffrances. C'est-à-dire ce qu'on n'appelle pas dans le langage ordinaire des souffrances parce qu'elles ne sont pas assez intenses ou parce qu'il leur manque une qualité, mais qui ressemblent à ces souffrances-là. Cette ambiguïté chez Ricoeur, elle m'intéresse, non pas pour déterminer quelle est l'extension de la souffrance chez Ricoeur, ça c'est le travail d'une ricoeurienne, ce que je ne suis pas, mais parce que ça permet de penser nos difficultés avec l'extension de la souffrance dans le champ philosophique plus général. L'approche que j'ai dans mon article est la suivante. Donc, je dis que premièrement, on s'accordera aisément sur le fait que Ricoeur donne une description très convaincante de ce qu'est souffrir. Deuxièmement, on s'accordera aussi sur le fait que dans le langage ordinaire, on va utiliser souffrir pour une certaine classe d'affects négatifs et pas pour d'autres. Donc je souffre d'une rupture amoureuse, je ne souffre pas du fait que mon ami soit parti sans me dire au revoir. Je suis blessée, je suis vexée, j'aurais du mal à dire que je souffre, qu'il y a là une souffrance. Et troisièmement, il me semble qu'on peut décrire nombre de parasouffrances, donc ce que j'éprouve quand mon ami part, selon le modèle de Ricoeur. Et dans mon article, je montre ça en donnant un exemple et en montrant que la caractérisation descriptive de Ricoeur, y compris dans des formes qui paraissent très fortes, celles qui touchent au sens, celles qui touchent à la narration, peuvent en fait
qualifier adéquatement la parasouffrance que j'éprouve parce que mon ami quitte la soirée sans me dire au revoir. Et à partir de ce moment, on peut donc examiner le déploiement de l'affect négatif modéré, la parasouffrance que je vais avoir, selon les axes de la souffrance donnés par Ricoeur. Et si j'arrive à prouver ça dans mon article, ça a comme implication d'abord au minimum qu'il y a d'importants points communs entre les parasouffrances et les souffrances, et ensuite que si on veut sauver la distinction du langage ordinaire, donc celle qui fait que je dis que je ne souffre pas du départ impoli de mon ami, il faut d'abord se mettre au travail pour définir plus clairement l'extension de souffrance, et deuxièmement, trouver une place pour les parasouffrances dans le champ de recherche autour de douleur et souffrance. On ne peut pas laisser une partie aussi considérable des affects négatifs sans conceptualisation et sans travail. Ce serait préjudiciable, y compris du côté du soin. La partie centrale de mon article est une démonstration du fait qu'une parasouffrance peut se déployer dans bien les figures de la souffrance que donne Ricoeur. Je n'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails ici, donc je vous donne juste quelques exemples, et puis je vous renvoie à la démonstration dans mon article. Ricoeur dit par exemple qu'une des figures de la souffrance, c'est que l'autre s'annonce comme mon ennemi. Est-ce que vraiment on peut penser ça pour ce que je ressens quand mon ami quitte la soirée? Oui, d'une certaine manière. Avec des nuances, on peut le penser. Je peux évidemment penser mon ami comme mon ennemi, mais je peux aussi, à ce moment-là où je suis blessée et vexée, me mettre à être irritée par chacun des comportements des autres invités de la soirée, mieux voir leurs impolitesses, et donc voir tout le monde un peu comme mon ennemi à ce moment-là. Est-ce que cette parasouffrance appelle, puisque Ricoeur dit que la souffrance appelle, elle peut, pour sortir de l'affect que j'ai, cet affect de parasouffrance parce que mon ami a été impoli, je peux aller chercher le réconfort de mes proches qui sont là, et je peux aussi, alors même que je m'étais dit que je ferais la tête à cette amie, que je ne la contacterais pas, craquer et au bout de 2 heures lui envoyer un SMS, parce que je pense que si elle me répond, donc si je l'appelle et qu'elle me répond, elle va pouvoir faire quelque chose qui va apaiser la parasouffrance qui me mine à ce moment-là. Donc il ne me reste plus beaucoup de temps de parole, donc je vous renvoie pour la démonstration plus complète à mon article. Ce que me permet le commentaire de Ricoeur et le fait de montrer que les parasouffrances peuvent se déployer dans les figures que donne Ricoeur, c'est d'avancer que le fait de l'extension du terme de souffrance ne soit pas clair, ni chez Ricoeur, ni dans la plupart des modèles philosophiques contemporains, pose un vrai problème qui attend une résolution philosophique. Si on décide que les points communs entre parasouffrance et souffrance doivent nous mener à prendre ensemble parasouffrance et souffrance, donc à écraser la distinction, donc à appeler les parasouffrances des souffrances, on a quand même un problème qui est qu'on ne s'explique pas la distinction faite dans l'usage ordinaire. On écrase quelque chose qui est important dans le langage ordinaire, à savoir qu'on fait une distinction. Si on choisit de distinguer les parasouffrances des souffrances, et donc de garder le terme de souffrance pour des affects avec une certaine intensité, ou des affects avec une caractéristique principale, alors il devient nécessaire, d'une part, de travailler l'extension de la souffrance, de déterminer très clairement les critères à partir desquels, dans l'usage ordinaire, on distingue entre souffrance et parasouffrance, et d'autre part, il devient nécessaire que le champ de recherche sur souffrance et douleur s'ouvre aux parasouffrances. Ça devient évident quand on considère l'utilité de cette recherche pour le soin. Est-ce qu'on peut vraiment négliger de soigner des parasouffrances qui peuvent se déployer dans bien des figures développées par Ricoeur, et donc se développer dans bien des aspects de l'existence. Donc les parasouffrances ont une place de choix parmi les affects négatifs, et les distinguer des souffrances ne doit surtout pas mener à les ignorer, mais au contraire à leur donner la place qu'à mon sens il leur revient dans l'étude des affects négatifs. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous propose, on a une dizaine de minutes pour échanger, je vous propose qu'on prenne un set de questions, on va dire 5 ou 6, et puis qu'on permette à Charlotte, Élodie et Luce de répondre. Si vous avez envie d'ajouter une question là-dedans, les unes aux autres, n'hésitez pas. Moi j'en mets deux d'emblée, et puis comme ça vous avez le temps de penser à celle que vous voudriez poser aussi. La première, c'est en vous écoutant, Charlotte, on a l'impression qu'il y a des douleurs qui sont de faible intensité, de très haute intensité, des souffrances de basse intensité, de haute intensité. Votre exemple, il est parlant, mais alors est-ce que le départ d'un ou d'une amie d'une soirée qui peut me causer un désagrément et la souffrance que peut me faire perdre la disparition d'un proche ou la rupture d'une amitié ou une séparation, est-ce que précisément on ne va pas voir un psychanalyste
ou est-ce que précisément la psychiatrie commence pas à s'intéresser à nous quand justement on n'a pas une forme d'adéquation entre la gravité de ce qui se passe et la souffrance ressentie. Je m'explique, c'est que si je commence dans ma vie quotidienne à souffrir autant intimement du départ d'un ami d'une soirée qui n'est pas venu me parler, je vais peut-être me dire que je ne vais pas très bien, et c'est peut-être ça qui va motiver une consultation chez un psychiatre ou un psychanalyste, ou les deux. Donc est-ce que voilà, dans cette adéquation, on a le sentiment quand même qu'il y a une souffrance ou une douleur qui est adéquate dans certaines situations, puis qui est décalée, excessive, est-ce que c'est pas ça qui caractérise le signal un peu pathologique? La deuxième question qui est décalée, mais mon rôle c'est aussi, puisqu'on est dans une chaire de philosophie à l'hôpital et dans un hôpital, de ramener à l'actualité. Il y a un texte de loi qui va être redébattu d'ici quelques semaines au Parlement, probablement sur l'aide active à mourir. Et dans ce texte de loi, il y a notamment la notion de souffrance réfractaire. Est-ce que ce qu'on a travaillé ce matin, ça nous aide à penser ce que ça veut dire souffrance réfractaire? Est-ce qu'une souffrance réfractaire, c'est seulement une douleur de quelque nature qu'elle soit qu'on n'arrive pas à soulager, ou est-ce que ce ne serait pas une douleur qui occasionne, ou une douleur qui me fait infiniment souffrir? Qu'est-ce qu'on veut dire en parlant de souffrance réfractaire? Je sais que pour le législateur, ça veut dire à peu près quelque chose comme une douleur, une souffrance qu'on n'arrive pas à apaiser malgré tous les soins, mais est-ce que philosophiquement, il n'y a pas quelque chose à penser? Voilà, deux premières questions, vous vous saisirez de celle qui vous parle le plus. Est-ce que dans la salle, il y en a d'autres? On en met quelques-unes. Sylvie? Alors, moi j'ai été intéressée par les trois exposés, mais là, je voudrais poser une question par rapport à la fin de l'exposé de Charlotte Jean, à savoir justement, est-ce qu'on écrase ou est-ce qu'on n'écrase pas souffrance et parasouffrance. Moi j'aurais plutôt tendance à penser, comme ce que vous aviez l'air d'insinuer, que Ricoeur lui-même écrase les deux, mais là vous semblez vous étonner du fait qu'il écrase les deux, c'est-à-dire qu'il écrase les parasouffrances sur la souffrance. Les parasouffrances sont une forme de souffrance. J'aurais plutôt tendance à penser que la raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il se pose dans une perspective existentielle et subjective, c'est-à-dire que subjectivement, finalement, est-ce qu'il y a, par rapport au soi et par rapport à ce qu'engage l'estime de soi dans son rapport à autrui, est-ce qu'il y a une différence aussi radicale que ça? C'est pour ça que de ce point de vue, par rapport à l'objection que faisait Fabrice, je pense qu'il n'y a pas d'objectivité. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'objectivité de la différence de degré entre une rupture amoureuse et le départ inopiné d'une amie d'une soirée quand elle ne m'a pas adressé la parole. Parce que ce qui est remis en question, c'est l'image que j'ai de moi-même, l'image que j'ai du lien avec cette amie, et donc ça me remet en question. Et du coup, la parasouffrance, j'ajouterai un deuxième terme, la parasouffrance, outre qu'elle fait, que souffrance et parasouffrance font intervenir la dimension de la subjectivité et donc du sujet, et donc du vécu, et bien, en plus, la parasouffrance, qui pourrait paraître anodine si on gradait objectivement les circonstances qui l'ont déclenchée, par rapport à des circonstances d'une souffrance liée à une rupture amoureuse, est-ce que c'est pas la temporalité qui fait que la parasouffrance va s'avérer être une souffrance? C'est-à-dire que j'aurais peut-être besoin d'un psychiatre ou besoin de me remettre en question moi-même par rapport aux effets de quelque chose qui paraissait anodin. Merci beaucoup. C'est aussi une question sur la parasouffrance. Désolée, c'est un peu répétitif, mais je vous disais que du coup, si on décidait d'écraser la distinction entre parasouffrance et souffrance, on perdait une distinction qu'on fait dans le langage commun. Et je me demandais si parfois vous intéressez, encore une fois comme à l'hôpital, à des cas comme dans la maladie, si est-ce qu'il n'y a pas des cas spécifiques de situations où on est obligé d'écraser la distinction entre parasouffrance et souffrance, parce qu'on ne peut pas dire à un patient qui, je ne sais pas, souffre du fait que le repas qu'il mange tous les soirs pendant son hospitalisation, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et en fait, est-ce que dans ces situations-là, on n'a pas une obligation éthique d'écraser la distinction et au détriment du coup de la distinction prise dans le langage commun? Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je vais rebondir plutôt sur l'intervention d'Élodie. Quand vous dites que par rapport à la souffrance qui ouvre au questionnement, et puis voilà, sur cette question plutôt de la question, moi je suis soignant et justement
Ce qui me questionne, c'est justement dans ces situations de souffrance, ce que Ricoeur parle du blocage dans l'instant, quand il fait la distinction de l'instant et du présent, on s'appelle sur Augustin. Justement, quand les patients n'arrivent pas justement à se questionner. Ils sont dans ce blocage de l'instant présent, de ce qu'il y a, j'interviens plutôt en gériatrie, et justement vis-à-vis du vieillissement, ce qui a pu faire rupture, ce qui a occasionné une hospitalisation ou une institutionnalisation, et les patients qui sont dans l'incapacité justement de questionner, et pourtant ils souffrent, et pourtant ils arrivent à dire qu'ils souffrent. Merci pour vos questions. Donc, je vais essayer de prendre vos deux questions à toutes deux ensemble, et si je ne me souviens pas, vous faites un grand son, et voilà. En fait, moi, je ne suis pas du tout révisionniste par rapport à l'usage ordinaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et j'ai même plutôt tendance à penser qu'il y a une forme de vérité, une indication très très importante dans la façon dont on utilise ordinairement le langage. Et que même si tout le monde se trompe en même temps dans l'usage du langage par rapport à tel ou tel système, il y a une vérité qui se dit dans ces usages-là. Et qu'il faut forcément l'écouter parce qu'elle dit quelque chose, même si elle dit quelque chose d'une confusion, elle dit quelque chose d'une confusion tellement représentée et développée et partagée qu'on a à apprendre de cette confusion. Donc, écraser, je ne pense pas que écraser la parasouffrance et la souffrance ensemble aiderait à une meilleure prise en charge. Je pense que dans le cas que vous donnez, qui est un très bon exemple, le patient qui dit souffrir du fait que c'est toujours le même repas, etc., pense qu'à l'inverse, si on pense souffrir dans le langage ordinaire, on va se dire non mais il ne peut pas en souffrir, c'est quand même juste une histoire de purée qui n'est pas très bonne, et donc on va négliger ça. Alors que si on se donne une place pour penser quelque chose comme de la parasouffrance, sans avoir besoin de mettre la souffrance au niveau de grands termes qui font peur et qu'on a du mal à penser en rapport avec la purée, à savoir désintégration du soi, etc., si on ouvre une place là-dedans, plutôt que d'essayer de plaquer un terme qui sonne faux, on a plus de chances de pouvoir aider cette prise en charge. Voilà. Cela étant dit, ça mériterait tout un tas d'expérimentations cliniques voilà, c'est mon biais, je suppose que ça irait dans ce sens-là, mais bon, voilà, ça mériterait d'être expérimenté. Pour revenir sur la distinction, sur le fait qu'on peut vivre de manière purement personnelle et subjective des situations comme le départ inopiné d'une amie comme une forme de souffrance au même titre que quelqu'un peut vivre une rupture amoureuse comme une forme de souffrance, absolument. Mais je pense que même la personne qui vit le départ inopiné d'une amie comme une forme de souffrance va pouvoir reconnaître que l'absence de sourire de la boulangère et le fait qu'elle était désagréable, c'était pas très sympa, mais c'était pas une souffrance non plus. Et donc en fait, la distinction se maintient. Évidemment, on a chacun des rapports différents à différents événements, et c'est pas nécessairement, il n'y a pas des catégories objectives de ce qui crée des souffrances et de ce qui n'en crée pas. Mais je pense que chacun, chacune, est-on capable de faire la distinction entre ce vis-à-vis de quoi on est capable de dire « j'en souffre » et ce pourquoi on rechigne à dire « on va dire « oh non, ça va, c'est pas une souffrance non plus. C'est très pénible, je préférerais que ça n'arrive pas à nouveau, mais c'est pas une souffrance non plus. » Et ça, cette distinction dans le langage ordinaire, elle est extrêmement intéressante parce qu'on a un problème de symétrie avec la douleur physique. Dans la douleur physique, on est parfaitement d'accord pour dire que une toute petite douleur physique, une coupure de papier, est une douleur. En revanche, il y a l'emploi de souffrance, on le limite dans le langage ordinaire. Donc ça nous dit qu'il n'y a pas un symétrique absolu entre souffrance et douleur. Et sur votre question à vous, je pense que de fait, en tout cas sur la première, je pense que de fait, parce que je ne suis pas... La fin de vie est un sujet incroyablement complexe, et étant donné le pouvoir qui m'est donné d'avoir un micro dans la main, je ne peux pas me prononcer sur un sujet sur lequel je n'ai pas travaillé et qui soit aussi important. Et en fait, malheureusement, ces derniers mois, je n'ai pas assez travaillé là-dedans, donc je vais éviter d'utiliser indûment mon pouvoir là-dessus. Pour revenir donc sur la question de la consultation psychanalytique, je pense que de fait, quand c'est des choses qu'on a identifiées, pas forcément par rapport à une norme, comme nous le rappelle Madame, mais quand on a identifié par rapport à sa norme à soi, comme des choses qui d'habitude étaient des parasouffrances et qui subitement deviennent des souffrances, oui, ça peut être un très bon moment
d'aller consulter. Et c'est parce qu'on a en fait, on est en plein dans l'existé à vif dont parle Ricoeur, monter à un plus haut niveau où effectivement voilà, on manque d'enveloppe, on manque de mécanismes de défense heureux, on est plus protégé, donc il y a quelque chose qui est complètement déstabilisé et à mon avis c'est une très très bonne indication de consultation. Et d'une certaine manière, ça serait intéressant, mais ça il faudrait une somaticienne nous en parle, de voir si on n'a pas quelque chose aussi du côté des douleurs physiques, c'est-à-dire quand les petites douleurs physiques qu'on supportait d'habitude tout à fait ordinairement, deviennent de plus en plus pénibles et de plus en plus insurmontables. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas envie d'aller voir son médecin généraliste et d'en discuter? Voilà. Merci beaucoup. On peut donner la parole à Elodie pour la question qui vous est posée. J'en ajoute une toute petite. Vous dites, la douleur, en gros, elle nous signale quelque chose qui est un danger vis-à-vis duquel, en gros, il faut se prémunir. Et la souffrance, elle nous signale une question qui est pourquoi je souffre, pourquoi moi, pourquoi mes proches. Donc vous dites qu'elles ont une fonction épistémique dans un cas, pratique dans l'autre. On a l'impression que la première fonction de la douleur est presque darwinienne, c'est que ça va permettre la survie. Mais que la deuxième, moi j'aurais peut-être pas dit épistémique, j'aurais peut-être dit, je sais pas, elle est métaphysique, elle est existentielle, c'est plus une invitation à un questionnement. Donc est-ce que sur le terme de fonction, à dire que la douleur a une fonction, la souffrance a une fonction exactement le même sens dans les deux cas? D'accord, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Donc, juste pour vous répondre, moi j'aurais dit du coup que dans le cas que vous citez, c'est peut-être de la douleur, ce qui est ressenti, et pas de la souffrance. Justement, c'est quelque chose qui tombe comme une chape de plomb et qui suspend la capacité à agir et à parler et à symboliser, comme on a pu dire dans votre contexte. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas liée, du coup ce que j'essaie de dire dans l'article, c'est que la douleur n'est pas forcément liée à une lésion du corps, elle peut être liée à une situation, en l'occurrence le fait de voir que la vie se termine et que tous les horizons se bouchent. Et c'est le stade ultime peut-être de la lésion qu'on peut subir, c'est un peu comme perdre un proche, c'est un horizon qui se bouche, et voir sa propre mort se rapprocher, ça serait comparable, encore pire. Et avec la notion de douleur mentale, j'ai l'impression que dans la dépression, par exemple, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être de la douleur, en fait, plus que de la souffrance à proprement parler. C'est-à-dire c'est un truc insupportable et qui suspend la capacité à agir et à questionner. On a des ruminations qui tournent à vide, mais c'est pas un véritable questionnement. Et pareil, on est inhibé dans sa capacité à initier des actions. Donc ce serait ça, le sens un peu du partage que j'ai proposé entre les deux, ce serait peut-être de dire ça. Après, donc, je sais pas, il faudrait voir ce qui motive pour vous le fait d'utiliser le terme souffrance dans le cas de ces patients dont vous parlez, plutôt que douleur. Et s'il y a de bonnes raisons de parler plutôt de souffrance, alors ça remet en question ce que j'ai dit. Ce serait une remise en question de ce que j'ai proposé. Ouais. Et alors oui, pour la notion donc j'ai utilisé la notion de fonction, oui, sans vraiment la définir et la spécifier, un peu en un sens assez déflationniste, simplement dans le sens avoir des causes et des effets. On peut parler d'un rôle fonctionnel au simple sens d'un rôle causal, quoi. Donc, vu que j'ai essayé de dégager des dimensions évaluatives de la douleur et de la souffrance à partir de leurs causes et de leurs effets, je mets ça en lien avec une fonction, c'est-à-dire le fait qu'elles font passer d'une situation à une autre, de certaines causes à certains effets, on va dire, via une évaluation qu'elles font. C'est dès qu'il y a une situation, on l'évalue d'une certaine manière et ça fait que ça a un certain effet sur l'agir. Et du coup, la question que j'entends à l'arrière-plan de ce que vous avez dit, c'est est-ce qu'on peut justifier d'un point de vue évolutionniste en fait la douleur et la souffrance? Est-ce qu'on doit essayer de le faire ou pas? C'est difficile de répondre. J'ai l'impression que la tendance générale en philo-analytique est plutôt à une proximité avec la psychologie évolutionniste et à considérer que ce qu'on dit des états mentaux, généralement, on doit pouvoir l'articuler à une pensée évolutionniste, sinon ça remettrait en cause la validité de ce qu'on dit. Mais il y a peut-être des cas où c'est difficile à faire, et il y a aussi dans ce champ philosophique des critiques assez pour le coup, plutôt de philo des sciences ou d'épistémologie assez approfondie du programme de la psychologie évolutionniste, et notamment quand elle s'applique à des états mentaux qui sont difficiles à justifier. Donc
Épistémique, oui, alors métaphysique, existentielle, je disais épistémique dans le sens simplement où ça suscite quelque chose qui est d'ordre théorique, enfin un questionnement, une recherche de connaissances ou de réponse à une question. Mais effectivement, c'est pas n'importe quel questionnement, c'est un questionnement métaphysique ou existentiel, je suis d'accord. Je sais pas si on peut inscrire ça dans une histoire évolutive, donc je sais pas. Ouais. D'autant que dans le texte, quand Henri dit la douleur en scène, il cite Échille, il cite Agamemnon, il cite le Coryphée. Et c'est Coryphée qui dit la souffrance en scène. Le Coryphée, dans une tragédie, c'est le bon sens populaire, c'est pas le héros tragique. Donc lui, il va toujours positiver un peu. Le héros, allez, sort un peu de l'hubris, sort de ta façon de voir le monde complètement délirante et redescend sur terre. Donc il va positiver, dialectiser. Donc c'est pas très étonnant qu'un Coryphée dise la souffrance en scène. Pour un héros tragique, la souffrance, pensez aux grandes héroïnes tragiques notamment, la souffrance, elle n'enseigne pas grand-chose, elle anéantit, pas en grande partie, mais on pourrait en discuter infiniment. Est-ce qu'on a encore une minute pour finir? Ok. Je trouve qu'on a essayé de sortir de la douleur, c'est le corps, c'est physique, la souffrance, c'est psychique, la psyché ou l'esprit. Il y a une dimension qu'on a peu abordée dans toute la table ronde et je trouve un peu un matinée qu'il faudrait juste introduire, parce qu'elle sera sans doute présente l'après-midi, notamment avec l'intervention de Frédéric, la dimension sociale de ces éléments, et notamment dans l'usage. Monsieur Boss, il n'est pas là ce matin parce qu'il est souffrant. Je pense que quand mais c'est la façon dont on le dit socialement. Moi, quand c'est la chose qu'on met dans un mail pour s'excuser auprès de quelqu'un de ne pas venir à une conférence. Vous dites « je suis souffrant ». Alors que ce n'est pas nécessairement une maladie qui fait mal et qui occasionne de la douleur, mais c'est une maladie qui empêche, c'est un empêchement et c'est un empêchement social d'accomplir les rôles sociaux qu'on devait accomplir ce jour-là. C'est ça que ça veut dire « je suis souffrant ». A l'inverse, quand vous dites socialement, nous sommes dans la douleur, qui est-ce qui dit ça? C'est les endeuillés qui disent ça. Quand on est endeuillé, quand on a perdu un proche, on dit je suis dans la douleur. Mais c'est une douleur qui est à la fois psychique, mais qui est aussi sociale. Je suis dans la douleur, c'est l'endeuillé qui s'adresse à quelqu'un avec qui il partage ce qu'il est en train d'éprouver, et l'autre qui va lui adresser ses condoléances. Et vous voyez bien que dans le langage là, c'est vraiment les condoléances au sens du latin. Là, on est du côté de la douleur, de nouveau. Donc, la dimension sociale, je trouve qu'elle ajoute quelque chose, et c'est la question que je voudrais poser à Luce pour finir. Vous avez introduit votre topo en disant il y a d'un côté expliquer, de l'autre côté comprendre. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de pousser sur le texte, c'est-à-dire que la douleur, elle relèverait d'une explication et la souffrance d'une compréhension, d'une interprétation? Est-ce qu'il faut l'entendre comme ça? Moi, c'est quelque chose qui pourrait me satisfaire, dire que la douleur, c'est un objet peut-être des sciences de l'explication, et la souffrance des sciences plutôt de l'interprétation, de la compréhension, ou est-ce que je n'ai pas du tout compris ce que vous vouliez dire? Merci beaucoup. Et oui, j'ai mis cette distinction méthodologique qui fait Ricoeur pour introduire cette distinction qu'il fait au début entre douleur et souffrance. Mais cette distinction va se complexifier dans la conférence, comme aussi le rapport entre l'explication et la compréhension dans sa propre philosophie. Et il va finir par dire expliquer plus pour comprendre mieux. Et il fait toujours des distinctions méthodologiques qu'après il va dialectiser. Et je pense que concernant les douleurs et les souffrances sociales, et ce qu'on peut voir dans ces deux cas dont vous avez parlé, et je pense qu'il y a des moments où la distinction est vraiment très subtile. Il y a plus une continuité qui peut se comprendre par rapport à l'intensité et qu'on peut s'approcher à ça depuis plusieurs perspectives qui je pense que sont toutes compatibles, comme la perspective épistémique ou la perspective critique, la perspective métaphysique, si on se questionne sur quel est l'être de cette douleur ou l'être de cette souffrance même. Et dans le cadre de le social, de manière spécifique, je pense qu'il y a un ajout thérapeutique qui est en lien avec la notion d'émancipation dans le texte d'Eric Coeur
qui portait sur l'imaginaire social collectif, où il montre qu'il y a des cas et des troubles, de douleurs, de souffrance aussi, mais qu'on peut imaginer ou on peut produire des nouvelles manières de faire société pour sortir de ça. Donc, c'est intéressant et confronter ça aux perspectives épistémiques d'Elodie, et je pense aussi à Hans Langer ou à Miranda Fricker. Et comme il y a des cas que dans la société apparaissent de douleurs qui deviennent des souffrances, si on pense en question d'intensité et puis de demande de justification. Mais la société, la communauté n'a pas encore les outils cognitifs pour justifier ça. Et donc là, on a des cas justement de souffrance réfractaire. Vous avez parlé, on n'a pas tous les outils pour identifier tous les composants qui font possible la justification de ma souffrance. Et je pense que la souffrance apparaît comme cette ouverture, comme on dit, Marvos il est souffrant, et c'est une ouverture à une justification précisément. Et quand on dit je t'accompagne dans ta douleur, et quand on donne des condoléances, c'est plutôt un comme et pâtir avec l'autre. Il y a une autre nuance, peut-être un peu moins épistémique et existentielle, et un peu moins réfractaire que dans l'autre cas dans lequel la chose va se trouver. Merci beaucoup. Merci à vous dans la salle, merci à ceux qui étaient à distance. Je pense qu'on peut applaudir très chaudement.